Bonjour à tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Je me sens un peu, isolée, entre guillemets. Je pense être la seule du monde médical représentée ici, en tout cas des médecins représentés ici. Mais je pense que c'est important qu'on puisse partager sur ces questionnements, surtout que notre rôle, la plupart du temps dans ces mesures d'aménagement, est de mettre en place un certificat médical. Et Dieu sait qu'il n'y a pas qu'un de certificat médical, mais qu'il y en a plusieurs de ces certificats médicaux. J'ai choisi de faire une présentation, non pas sur des mesures d'aménagement particuliers, mais plutôt sur une réflexion et de vous amener mon point de vue par rapport à cette thématique. Pour cela, je vous donne juste un aperçu de le bureau d'où je viens. Le bureau d'où je viens, c'est le cadre jaune là au milieu, l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire. Il se trouve à cheval entre deux départements et à ma connaissance, c'est le seul bureau qui se trouve entre deux départements. Le département de la santé et de l'action sociale en orange et le département de la formation, de la jeunesse et de la culture en bleu. On collabore étroitement avec ces deux départements qui comprennent la direction de l'enseignement obligatoire et la direction de l'enseignement post-obligatoire. En contribuant à la promotion de la santé des élèves par la mise en place de ce que nous on appelle une équipe de promotion de la santé formée par des enseignants, les cadres bleus tout en bas, qui sont formés à la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire, les délégués, des médiateurs et médiatrices formés aussi à la médiation et en milieu scolaire, mais aussi le cadre santé scolaire plus, traditionnel, formé d'infirmières scolaires qui se trouvent avec les deux premiers délégués et médiateurs dans l'école et le cadre médical des médecins scolaires qui, la plupart du temps, se retrouvent à l'extérieur de l'école parce qu'ils ont un double mandat, ils ont leur cabinet et un mandat de médecin scolaire. Donc, cette équipe-là s'occupe entre autres de la prise en charge de manière individuelle des élèves avec des situations de handicap. Et puis, il y a l'autre cadre que vous avez sur la droite de la diapositive, qui est le cadre de la promotion de la santé de façon générale, dont vous avez ici la liste des thématiques dont on s'occupe. Et il y a une thématique qui a été citée dans la première présentation, c'est celle du climat scolaire avec un programme Mind Matters que nous essayons ou que nous essayerons de promouvoir dans les écoles pour le climat scolaire autour de ces élèves. Et au fond, ce climat scolaire va influencer là aussi, à mon avis, la prise en charge des élèves en situation de handicap. Mais comment je vais aborder ça? J'ai une formation de médecin, oui, qui est ma formation principale, mais j'ai aussi une formation de santé publique que j'ai fait quand j'étais adulte pour parfaire et pour correspondre aux besoins de la collaboration dans ce service. Il y a des professionnels de la santé qui voient le handicap. Et c'est mon regard que j'aurais envie de vous amener. Au fond, moi, on m'a appris dans mes études que le handicap, c'était d'abord une déficience d'organes, la plupart visibles, c'était une jambe en moins, des yeux qui fonctionnent moins bien, quelqu'un qui n'arrive pas à parler, etc., qui amène une incapacité. Et puis que cette incapacité amenait un désavantage. Ça, c'est le cadre professionnel d'où je suis partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, nous,
avec une déficience d'organes, on apporte un diagnostic. On apporte, dans ce diagnostic, on devrait apporter des éléments indispensables à la compréhension de la situation à l'école et surtout décrire les répercussions et les troubles et l'implication de ces répercussions du trouble dans l'apprentissage ou sur le travail. Ça, c'est la théorie. Et pour cela faire, il y a des règles, et c'est des règles métiers qui sont, dictées par l'Association des médecins suisses qui disent « Les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels, en premier. Le médecin les établit au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Et le but visé, c'est d'établir le trouble, ça doit être noté quelque part dans le certificat. Pourquoi on fait le certificat? La date, le nom et le destinataire du certificat doivent être notés dessus. Et surtout que, quand on établit un certificat de ce type-là, on ne fait pas un certificat de complaisance. Le texte dit « Le certificat de complaisance, les certificats de complaisance sont interdits ». Donc, ceci dit, c'est, sans compter les relations qu'un médecin peut avoir avec l'apprenti et les stratégies qu'il peut avoir pour garder la confiance de l'apprenti et garder la relation thérapeutique. Pour ma part, je collabore avec Madame Rama de la DGEP parce que des fois, elle m'appelle, elle me dit « Mais écoute, j'ai un certificat un peu bizarre qui m'est arrivé et qui certifie des choses particulières. » On en a eu quelques exemples tout à l'heure. Est-ce que c'est un certificat? Est-ce qu'il est valable, ce certificat? Oui, il est valable parce qu'il atteste que l'élève en question souffre d'eux et qu'il devrait pouvoir avoir ces mesures-là. OK. À partir de là, le problème, c'est que nous, médecins, on est habitués à travailler avec le trouble, à trouver des moyens pour surmonter le trouble, mais une grande partie de mes collègues ne connaissent pas le système scolaire. Et c'est ça peut-être une des manques du système, c'est qu'il manque un lien entre le médecin traitant et l'école et il y a une mécompréhension du système scolaire et la plupart du temps, on essaye de trouver des moyens sans consulter l'école. Après, de nouveau, il faut être, pour avoir un certificat médical qui réponde à la question, il faut poser aussi une question précise. Et des fois, la question qui est posée n'est pas assez précise de la part de l'apprenti, de la part qui ne traduit pas directement les propos de l'école. Donc, je pense que la plupart de mes collègues établissent un certificat médical sans faire des certificats de complaisance, mais il est clair que la plupart du temps, ou dans une petite ou une grande partie, c'est vous qui pouvez me le dire, ne correspondent pas aux besoins de l'école. Donc, on ne répond pas vraiment aux besoins de l'école. Mais si vous permettez, je reviens un peu au cadre médical dont je vous parlais tout à l'heure. Si on part du point de vue qu'un handicap est une déficience, une incapacité et un désavantage, on s'enferme dans cette dimension médicale du handicap. Or, le handicap doit, et je vais aller un peu plus loin, doit être un peu plus que, ça ne marche pas, que simplement des facteurs personnels de l'étudiant. J'aime beaucoup dire qu'il faut sortir de cette vue de l'handicap purement médical
et il faut sortir du cadre parce que finalement, si je reviens à ça, on a un cadre médical, un autre cadre qui est différent, qui est le système de formation, avec tous les partenaires de la formation, écoles professionnelles, entreprises formatrices, les associations professionnelles, ce n'est pas exhaustif ma liste, les cours interentreprises, etc. Et puis surtout, on a un troisième cadre, ou plutôt d'autres cadres très différents, qui sont les apprentis. L'idée, c'est, on a tous, y compris moi en tant que médecin, des objectifs communs, c'est-à-dire d'amener ces jeunes à avoir un apprentissage CFC, le C est resté derrière l'image. Donc, comment on peut l'amener? C'est pour ça que j'ai choisi cette classification, qui est une classification du handicap du point de vue anthropologique. Ça, c'est à la base de mes réflexions, et puis là, je clarifie que c'est mon point de vue à moi, de la situation du handicap et de comment il n'y a pas que l'élève avec une situation de handicap, mais qu'il y a d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte. C'est la classification que j'aime parce que c'est une classification que je comprends. Il y en a plusieurs de classifications et je vous avoue, il y en a certaines, je ne les comprends pas tout à fait. Celle-ci, elle dit, il y a des facteurs personnels et puis en fait, il y a des attitudes. Il n'y a pas des inaptitudes, il y en a aussi, mais il y a aussi des aptitudes. Et puis par rapport aux facteurs personnels du jeune ou de la jeune en question, quelles sont ses aptitudes, quelles sont ses inaptitudes, quel est le milieu dans lequel il évolue ou elle évolue, et puis on prend en compte est-ce qu'il a de l'appui autour d'elle, quelle est sa famille, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Et puis il y a aussi un facteur environnemental, et c'est le cadre que vous avez à gauche de cette diapositive, où au fond il y a la communauté, la société, et il y a aussi l'environnement personnel dans lequel le jeune ou la jeune évolue, qui est par exemple l'entreprise formatrice, l'école, le système scolaire, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans ce schéma, c'est que ces deux mondes, le monde personnel et le monde environnemental, interagissent pour créer ou pas l'accès à des habitudes de vie. Et parmi les habitudes de vie, il y en a plusieurs. Je vous ai mis la référence du modèle dans les commentaires de la diapositive. Il y a le monde professionnel et l'accès à une formation, l'accès à un travail. Et ce schéma-là est dynamique, donc ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas quelque chose comme au début la classification du handicap, trouble d'organes, incapacité, déficience, incapacité, mais c'est quelque chose de mouvant. Et un handicap ou une situation de handicap ne sera pas la même au début d'une vie et à la fin d'une vie. C'est-à-dire que si on le regarde du point de vue de l'accès à une formation, la possibilité de faire un travail, etc., cette situation de handicap va évoluer en fonction des différents modes de la vie, en fait, et du cadre de vie dans lequel l'apprenti évolue. Donc l'apprenti va avoir des facteurs qui lui appartiennent à lui, facteurs identitaires, un système organique qui va être performant ou pas, et des attitudes et des capacités qu'il va pouvoir avoir en lien avec sa situation de handicap. Une personne qui est dyslexique, peut-être elle n'est pas très bonne en orthographe, par contre elle va développer une mémoire qui est différente de quelqu'un qui n'est pas dyslexique. On saura comprendre des consignes orales plus facilement que quelqu'un qui n'est pas dyslexique. Donc on regarde, et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette classification plutôt, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et puis le système de formation
école, apprentissage, entreprise, etc., va être plutôt facilitateur ou plutôt obstacle. Et puis là, c'est vraiment quelque chose de mouvant. Des fois, il sera facilitateur, des fois, il sera obstacle, notamment parce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'il y a certaines exigences auxquelles il faudra répondre. Et puis, il y a le résultat de ces interactions qui vont être soit une situation de handicap, soit une situation normale, un accès à la formation, une formation qui va réussir et qui va mener à un travail qui pourrait être accompli dans la vie de tous les jours. Mais on parle de quoi? Est-ce qu'il y a un handicap? Est-ce qu'un handicap est toujours le même du début à la fin? En préparant ce cours, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme littérature et surtout s'il y en avait des chiffres publiés au niveau suisse ou au niveau vaudois. Je n'ai pas trouvé vraiment, mais j'ai trouvé le rapport que vous avez ici de l'enquête suisse sur la santé qui montre l'égalité pour les personnes handicapées. En fonction de la définition que vous utilisez, la définition qui est utilisée dans ce ouvrage est celle du Bureau de l'égalité, c'est-à-dire que la situation de handicap est une situation qui découle de l'accès ou non aux habitudes de vie de tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un travail, pouvoir faire des courses, avoir un appartement tout seul, etc. Et lorsqu'on pose la question aux personnes en situation de handicap, en fonction du cadre qui est utilisé et en fonction de la situation de la personne même, on a des réponses assez étonnantes. Quelqu'un qui est malvoyant ou aveugle répond qu'il n'est pas en situation d'handicap parce qu'il peut avoir une situation professionnelle tout à fait satisfaisante et vivre sa vie, et qu'il n'a pas accès aux mesures AI. Et c'est pour ça qu'il y a des élèves qui arrivent à l'école et qui disent, à part ceux qui font du déni, il y en a d'autres qui disent, quand ils font leur passage de l'obligatoire au post-obligatoire, donc du secondaire 1 au secondaire 2, ils disent, mais je ne suis pas handicapé, mais ça va aller. J'arrive à faire ce que j'ai à faire. Ce qui n'empêche pas que, quand les conditions de travail au post-obligatoire changent de l'obligatoire au post-obligatoire, ils puissent se retrouver à nouveau en situation de handicap. Donc, vous voyez qu'avec ce modèle, il y a plusieurs handicaps. Il y en a qu'on voit, qui sont très visibles, chaise roulante ou bien le bâton blanc d'une personne malvoyante, sont quelque chose qu'on voit facilement. Et ça, on comprend bien pourquoi la personne en chaise roulante doit avoir une clé pour l'ascenseur qui est jusque-là seulement réservée au corps enseignant et que les autres ne peuvent pas l'avoir. Par exemple, on peut comprendre qu'une personne malvoyante ait besoin d'un système de reconnaissance vocale qui lui lise les documents parce qu'il ne peut pas les voir. Mais il y a d'autres handicaps qu'on ne voit pas forcément. Vous en avez parlé tout à l'heure, la dyslexie, la dysorthographie. Il y a certains troubles du spectre autistique qui sont vraiment minimes et qui permettent une vie quasi sans conséquences. Donc on ne le voit pas, et quand on ne voit pas une situation de handicap, on ne la comprend pas non plus. Et à juste titre, vous disiez, mais un élève qui a des mesures de compensation devait pouvoir expliquer pourquoi il a ces mesures de compensation, pour qu'on ne pense pas qu'on fait du favoritisme. On lui donne une demi-heure plus de temps parce que c'est le chouchou de l'enseignant ou de l'enseignante. Des choses qui peuvent arriver. Et en fait, 80% des situations de handicap, ça c'est une statistique française, c'est invisible. C'est des gens comme vous et moi
apparemment, mais qui ont cette situation de handicap. Donc, c'est ça la difficulté de plus qu'on va rajouter. Et dans la compréhension de ces handicaps, au début, on ne voyait que ceux qui étaient visibles, et petit à petit, on s'est rendu compte, je parle du début du siècle d'avant, le handicap au début du siècle d'avant, c'était qu'une déficience physique, point. Petit à petit, à tous les autres handicaps et la connaissance des maladies qui se sont mises en place, et puis on fait comprendre que le handicap n'est pas seulement un handicap physique, mais qu'il y a l'handicap psychique. Il y a des situations d'handicap qui n'engendrent pas de troubles particuliers, mais l'interaction avec le milieu, on parle de particularités des individus ou de traits de caractère, font que certains individus correspondent à la norme qui est tendue et d'autres ne correspondent pas à cette norme. Donc, vous voyez vraiment une interaction entre les milieux. Par contre, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'on vise tous le même objectif. On veut que les jeunes puissent avoir une formation et que cette formation leur permette d'avoir un travail. Et par contre, on a une diversité d'élèves. On discutait à la pause pourquoi tout à coup il y a autant d'élèves à besoins particuliers. Est-ce que c'est parce que la société a changé, les jeunes ont changé, parce que, je ne sais pas moi, il y a une épidémie de X maladies? Non, probablement c'est parce qu'on est beaucoup plus attentif à la situation de handicap et surtout le regard sur ça a changé. Ce n'est plus une maladie qui engendre quelque chose et puis c'est la personne qui est handicapée, mais c'est l'interaction entre la personne et ses particularités et le milieu qui font qu'on se retrouve en situation de handicap ou pas. Si vous réfléchissez, moi je me rappelle, il y a une trentaine d'années, cette idée de dire il faut construire avec des passerelles pour permettre l'accès aux personnes en chaise roulante, aux édifices communaux par exemple, aux écoles, il n'y avait pas, les personnes en chaise roulante n'avaient pas accès. Et c'était admis comme ça. Quelqu'un qui était en chaise roulante restait dans son milieu, ne pouvait pas accéder à l'enseignement, à une formation. Et puis, petit à petit, les regards ont changé et les personnes en chaise roulante ont pu accéder à une formation, ont pu trouver du travail, etc. Et ça, c'est la même chose pour tous ces troubles invisibles qui mettent les gens en situation d'handicap. Et c'est vraiment ça dont on parle aujourd'hui. Ce n'est pas changer la formation et trouver d'autres objectifs, mais viser les mêmes objectifs pour que ces gens puissent se former avec probablement ou peut-être des moyens différents de formation. C'est la compensation des désavantages. Ici, vous avez un guide de l'équité et de l'inclusion de Ottawa au Canada qui sont très en avance dans l'inclusion et qui montrent comment on peut obtenir une compensation des désavantages par une distribution de moyens différentes. Dans la première image, vous avez la distribution équitable des moyens. On donne une caisse à tout le monde. Mais peut-être que le tout premier enfant là dans le coin n'a pas besoin de ça. Donc, on redistribue les caisses. Mais on redistribue les caisses et c'est un peu le même principe de dire pour quelqu'un qui est dyslexique, on va lui mettre à disposition un correcteur d'orthographe. Lui, il a le correcteur d'orthographe, mais le copain à côté, il n'en a pas. Mais le copain d'à côté n'en a pas besoin. Il voit bien le panorama, le match ici de baseball. Hein? Donc, l'idée est de dire, on crée une inégalité, de traitement pour compenser une situation de handicap et pour donner à tout le monde les mêmes moyens pour rejoindre l'objectif.
Et c'est ça, à mon avis, qui est difficile à comprendre quand on dit, dans un système qui a stipulé que l'orthographe doit être connue, un jeune, et puis même moi, hein, il y aura des fautes d'orthographe dans ma présentation, parce que voilà, malgré que je parle français depuis 30 ans, j'en fais toujours. Je suis d'origine italienne, tessinoise, donc malgré ça, est-ce que pour être une bonne employée de commerce, on a besoin de connaître très très bien l'orthographe française? C'est une question, je n'ai pas de réponse. Le fait de donner un correcteur d'orthographe à quelqu'un qui a des problèmes physiques, et là c'est vraiment un trouble du circuit cérébral qui n'arrive pas à intégrer la lecture des syllabes dans un texte, est-ce que le fait de lui donner un correcteur d'orthographe le met en situation d'avantage par rapport à quelqu'un qui sait très bien écrire et corriger ce qu'il écrit? Je ne donne pas la réponse. Et puis en fait, il y a le troisième concept qui est celui de l'inclusion, c'est de dire, mais au fond, comment on peut trouver des moyens qu'on pourrait utiliser pour tous afin qu'ils puissent bénéficier et atteindre le même objectif avec les mêmes moyens. Il ne s'agit pas de donner un correcteur d'orthographe à tout le monde, parce que ça, ce ne serait pas juste. Voilà. Mais de changer la vision, et ça c'est utopique, hein, je le vois bien, hein, de changer peut-être une vision. Je suis d'accord. Ouais. Mais de changer les bases, de dire, OK, dans la vraie vie, quand je suis au bureau et que je suis toute seule, je ne sais pas comment écrire un mot, je ne fais pas appel à mes connaissances, ou bien je fais appel à mes connaissances si je sais, mais j'utilise le correcteur d'orthographe si je ne sais pas, et puis des fois je l'utilise, ou bien j'utilise le dictionnaire pour voir si le mot est juste. Donc, c'est vraiment, à mon avis, un changement pas seulement de l'individu et du... J'entendais tout à l'heure vous disiez 170 élèves, 170 procédures d'adaptation individuelle. C'est beaucoup. Ça prend beaucoup de temps, au fond, pour peu d'élèves par rapport à la masse, et c'est chronophage. On doit mettre ensemble des systèmes, etc. Donc, l'utopie serait de trouver des moyens de formation sans rabaisser les objectifs pour atteindre le but. Mais ça, peut-être c'est dans un futur. Je serai plus là, je pense. Et le concept qui me paraît intéressant, c'est de dire comment, sans changer le cadre, parce qu'il s'agit bien de ça, ce n'est pas d'adapter et de diminuer les objectifs de formation. On est dans une société, on en discutait à la pause, où on a de plus en plus besoin de certification pour pouvoir travailler. Sans certification, on n'y arrive pas, on ne trouve pas de l'emploi. Donc, comment, en gardant les mêmes objectifs et les mêmes dimensions de cadre, trouver un autre moyen pour amener ces jeunes à être formés? Bien entendu, pas dans tous les domaines, parce que je veux dire, c'est vraiment insensé, à mon avis, de vouloir former quelqu'un en le mettant en danger ou en mettant en danger les collègues parce qu'il ne peut pas atteindre le travail, il ne peut pas faire le travail. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, une jambe en moins, qui voudrait faire, je ne sais pas, grimper aux arbres, bûcheron pour élaguer. Ça serait le mettre en danger et puis le mettre en difficulté. Mais comment faire pour avoir ce cadre et puis en fait faire correspondre le cadre, mais changer juste la couleur? Et, excusez-moi, avoir dans le cadre, faire rentrer la plupart des élèves sans que ça soit qu'il y en ait des favorisés, qu'il n'y en ait pas des défavorisés.
mais que tout le monde puisse trouver une façon d'atteindre le but avec les aptitudes qu'il a et en faisant un parcours qui n'est peut-être pas dans la voie tracée, mais un peu différent. Les moyens pédagogiques ont changé, les façons de travailler au fond. Je peux m'imaginer que si un apprenti avec des situations de handicap est amené à la fin d'une formation et arrive jusqu'à l'examen, il donne satisfaction à l'entreprise, il a requis le niveau nécessaire pour passer les différentes années à l'école, et donc il doit pouvoir atteindre les objectifs à l'examen. Mais si cet examen utilise des moyens qui ne correspondent pas à sa situation de handicap, il ne pourra pas le faire. Donc, voilà un peu les réflexions que je souhaitais vous amener par rapport à ces situations de handicap et par rapport à mon métier à moi. Ceci dit, moi je pense que ce qui est important, surtout actuellement, avec le cadre scolaire qu'on a, le cadre de formation qu'on a, on ne peut pas tout chambouler, on ne peut pas tout réinventer. Il faut une réflexion de société qui se mette en place et qui mûrisse petit à petit. Moi, ça fait 13 ans que je travaille en milieu scolaire, en milieu de promotion de la santé avec les médecins scolaires et les infirmières scolaires, et il y a déjà eu beaucoup d'améliorations. On prend beaucoup plus en compte ces élèves en situation particulière, et ça, c'est vraiment réjouissant. Par contre, c'est super complexe. Les regards que nous, les professionnels, et puis vous avez remarqué au début, ou peut-être pas, la présentation, c'était regard interdisciplinaire. Puis en fait, j'ai trouvé qu'un disciplinaire, ça enfermait un peu. Au fond, on est tous des professionnels et puis on amène notre regard professionnel sur les situations. C'est vraiment ces regards interprofessionnels qui vont permettre de faire évoluer le cadre, de faire évoluer le cadre général, le cadre intermédiaire et le cadre local, et surtout d'aider ces élèves à accomplir leur formation, tout en discutant ensemble, en fait. Et puis, là autour, l'apprenti fait partie. Il doit pouvoir dire, et ça c'est quelque chose qui ressort aussi de plusieurs études, c'est qu'au fond, l'étudiant en situation de handicap est celui qui connaît le mieux les attitudes qu'il a. Donc, comment faire pour mettre ensemble les attitudes du jeune? On met ensemble nos regards et on peut accompagner ce jeune. Dans notre canton, on avance petit à petit, et puis ce qu'on a décidé de mettre en place au niveau de la DGEP pour les mesures d'aménagement des examens qui, en plus du travail qu'on peut faire dans les écoles pour promouvoir la santé, c'est de mettre en place une plateforme où, lors des mesures d'aménagement, on peut échanger. Et dans cette plateforme vont faire partie plusieurs personnes, des chefs de pôle avec M. Arletta, des chefs d'office de la DGEP pour la formation professionnelle, Mme Rama. Il y a moi-même comme représentant du monde médical, et puis il y a aussi Mme Tirelli qui est chef de l'unité juridique, parce que le cadre juridique est important, et M. Morandi qui est secrétaire patronal de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, et on va essayer d'échanger ces regards de façon commune pour accompagner ces élèves. Et pour changer les cadres, pour que les cadres deviennent des ovales, ça prendra un peu de temps, mais aussi mettre l'élève dans la réflexion pour ces mesures d'aménagement me semble quelque chose d'important, et je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Tous ensemble, on va y arriver, on va essayer de faire au mieux avec le cadre qu'on a pour former ces jeunes avec des objectifs entiers et garantis. Merci beaucoup.